Sous la lumière dorée du matin, le village poussiéreux s'éveillait doucement. Mais pour Ayana, 12 ans, cette clarté n'apportait aucune chaleur. Pieds nus sur le plancher usé de la hutte de sa grand-mère, elle portait une robe blanche, délicate, héritée d'une autre époque, d'une autre vie. Son voile la grattait, ses yeux étaient secs non par manque de chagrin, mais parce que ses larmes s'étaient taries depuis longtemps. Dehors, une foule discrète s'était rassemblée. Les femmes murmuraient, les hommes évitaient son regard. Ils savaient ce qui allait se passer. Ayana allait épouser Elliot Langston, un étranger blanc de 70 ans, un homme aux cheveux d'argent et aux yeux froids, dont la poignée de main lui donnait des frissons. Il venait d'un autre monde, parlait à peine la langue du village, mais il avait de l'argent. Et la famille d'Ayana n'en avait pas. 2 semaines plus tôt, le petit frère d'Ayana était tombé gravement malade, fièvre, convulsions, désespoir. La clinique avait refusé de le soigner sans paiement. Sa mère avait tout tenté, vendu sa machine à coudre, son alliance, même les livres d'école d'Ayana. Rien n'avait suffi. Puis Elliot était apparu, un riche Américain séjournant dans un lodge des montagnes. Personne ne savait pourquoi il était là, mais il avait vu Ayana au marché, comptant ses pièces pour des médicaments. Le lendemain, il était venu avec une proposition, une dot assez généreuse pour sauver son frère et subvenir aux besoins de la famille pendant 1 an. Sa mère avait hurlé, brisé des objets, refusé. Mais la fièvre du garçon empirait. À bout de souffle, Ayana avait murmuré « Je vais le faire ». La cérémonie fut brève. Sa grand-mère lui passa un collier de perles, Elliot, en costume sombre, esquissa un sourire. Il dit simplement « oui » quand on lui demanda s'il prenait Ayana pour épouse. Elle resta muette. Pas de baiser, juste un silence pesant. Cette nuit-là, dans une maison étrangère, Ayana s'assit au bord d'un lit inconnu. Elliot, en face, lisait un livre dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Il ne l'approcha pas, ne la toucha pas, lui tendit seulement un bol de soupe en disant « Tu devrais manger ». Sa voix était douce, trop douce, presque inquiétante. Il dormit dans une autre chambre, verrouillant la porte derrière lui. Ayana, elle, veilla toute la nuit, serrant une photo de son frère, se demandant « Que veut-il de moi ?» Les jours suivants furent déroutants. Elle s'attendait à de la cruauté, à des ordres, à l'humiliation. Mais Elliot la traitait avec une étrange délicatesse, comme si elle était précieuse. Il lui donna une chambre, des robes neuves, lui servait du thé à 16 heures précises avec un biscuit enveloppé de lin. Il ne la touchait jamais, ne haussait jamais la voix. Et cela, d'une certaine manière, rendait tout plus troublant. Elle ne savait plus quoi penser. Le 3e soir, par une porte entr'ouverte, elle l'aperçut dans sa bibliothèque, fixant un miroir. Pas pour se raser ou se coiffer, mais pour se regarder, les lèvres tremblantes, murmurant des mots inaudibles. Elle s'éclipsa, le cœur battant. Le lendemain, il l'invita à marcher dans la forêt, lui offrit des bottes, une écharpe, un carnet. « Tu devrais écrire, même juste tes pensées, dit-il. Quand elle demanda pourquoi, il répondit « Parce que les histoires donnent un sens au chaos. Et tu en auras besoin, bientôt. » Ces mots, lourds de sous-entendus, la glacèrent. Au 5e jour, elle remarqua une porte verrouillée au fond du couloir. Quand elle posa la question, il esquiva, certaines portes ne sont pas prêtes à s'ouvrir. Mais Ayana n'était plus une enfant naïve. La pauvreté, la maladie, le mariage forcé l'avaient mûri trop vite. Cette nuit-là, pendant qu'Elliot était absent, elle crocheta la serrure. À l'intérieur, elle découvrit un sanctuaire de secrets. Des murs couverts de photos d'enfants des dizaines, de pays différents. Certains souriaient, d'autres non. Chaque image portait une date, parfois barrée d'une croix. Dans un coffre, des lettres, des carnets. L'une disait « Chère Marisol, tu dois avoir 17 ans maintenant. J'espère que tu joues encore du violon. » Une autre « Chica, les étoiles brillaient plus fort quand tu chantais. » Astérisque. Et puis, la plus récente, à Ayana, « Tu ne le sais pas encore, mais tu comprendras. J'espère juste vivre assez pour te voir sourire. » Son souffle se coupa. Pourquoi son nom était-il là? Pourquoi une lettre d'adieu avant même qu'elle ne la trouve? En se retournant, elle sursauta. Elliot se tenait dans l'embrasure, revenu trop tôt.
Il est temps que tu saches, dit-il, le visage las. Que je sache quoi, demanda-t-elle, tremblante. Il s'appuya contre le mur. Que je ne t'ai pas épousé pour moi. Je t'ai épousé pour toi. Dans la lumière tamisée, il lui raconta tout. Ces photos n'étaient pas des trophées, mais des mémoriaux. Pendant 20 ans, il avait parcouru le monde, cherchant des filles en danger orphelines, abandonnées, vendues. Il payait pour leurs études, construisait des puits, parfois les adoptait légalement. Mais souvent, le système le bloquait, alors il agissait dans l'ombre. Ayana était la première qu'il avait épousée, non par désir, mais pour la protéger. Il avait appris qu'un autre homme, un étranger sans scrupules, s'apprêtait à l'acheter. Il était arrivé en premier. Pourquoi ne pas créer une organisation publique, demanda-t-elle. Il soupira. J'étais riche, mais j'ai tout donné pour ces filles. L'argent ne suffit pas quand les lois protègent les puissants. La seule façon de t'atteindre, c'était d'agir moi-même. Cette nuit-là, Ayana ne dormit pas. Elle repensait à cet homme qui lui avait offert un choix là où elle n'en avait jamais eu. Il ne l'avait pas sauvée par devoir, mais parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Le lendemain, Elliot n'était pas là. Ni au petit-déjeuner, ni dans la bibliothèque. Elle frappa à sa porte, sans réponse. En l'ouvrant, elle le trouva, immobile, pâle, paisible dans son sommeil éternel. Une insuffisance cardiaque, diraient les médecins. Il savait que son temps était compté, c'est pourquoi il avait agi si vite. Dans son tiroir, une enveloppe à son nom. À l'intérieur, une lettre, si tu lis ceci, je suis parti. Mais c'est bien. J'ai vécu ma vie. Maintenant, vis la tienne. Tout ce que je possède est à toi, terre, argent, liberté. Ne la gâche pas. Les jours suivants, le testament d'Elliot bouleversa le village. Ayana, une fille de 12 ans, héritait de tout. Les murmures allaient bon train, bénédiction, malédiction, soupçon. Mais elle resta silencieuse, écoutant, comme Elliot le faisait. Seule dans la bibliothèque, elle lut ses livres, but sa soupe, apprivoisa le silence. L'avocate d'Elliot, mademoiselle Barrow, lui expliqua qu'elle pouvait rester dans la maison, que l'argent suffirait pour ses études et bien plus. Ayana prit alors une décision inattendue, elle puisa dans les fonds pour réparer la clinique qui avait rejeté son frère, construire une école là où elle vendait des herbes, et interdire les mariages de filles de moins de 14 ans dans la région. On l'appela folle, maudite, mais aussi, la fille au feu. Un jour, au cimetière, elle déposa une photo près de la tombe d'Elliot, celle d'une fille sous un arbre en fleurs. « Et tu n'étais ni mon mari ni mon père, murmura-t-elle. Tu étais mon phare. » Les mois passèrent. Le lodge devint un refuge pour des filles comme Fatima, 9 ans, ou Binta, 11 ans, sauvées de destins brisés. Puis, un soir, Ayana trouva une dernière enveloppe cachée dans un livre. À l'intérieur, une liste, des noms, des dates, des criminels impliqués dans la traite d'enfants. Et un message, utilise ta voix, Ayana. Brûle les ténèbres. Elle ne se contenta pas de bâtir des refuges. Elle lança un mouvement. 1 an plus tard, le monde connaissait Ayana Langston, non plus comme une enfant mariée, mais comme une voix pour les oubliés. Son histoire, découverte par un journaliste, devint virale. Avec la liste d'Elliot, elle exposa des réseaux de trafic, fit trembler des puissants. À 14 ans, elle parla aux Nations Unies. À 15, elle changea des lois dans 3 pays. À 16, elle revint dans son village, devant l'école qu'elle avait construite, entourée de filles libres. « J'avais peur du silence autrefois, leur dit-elle. Maintenant, je sais qu'il nous rend fortes. » Une fille demanda, « Es-tu une reine ?» Ayana rit. Les reines portent des couronnes. Moi, je porte le feu. Cette nuit-là, dans la bibliothèque d'Elliot, elle écrivit dans son journal, alluma une bougie et murmura, « J'espère que tu me vois. » Une brise traversa la pièce, et pendant un instant, elle crut entendre sa voix.